Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Le grand jour arrive enfin. Le 13 mai 1787, 8 navires sont prêts au départ. Arthur Phillip, le capitaine placé à la tête de la flotte, embarque à bord du Sirius avec son personnel, tandis que les 757 prisonniers et les 212 officiers en charge de leur surveillance se répartissent dans les 7 navires restants. Parmi les convicts, 192 femmes et 18 enfants. Le gouvernement a par ailleurs pris soin de sélectionner des charpentiers, des ouvriers, des forgerons ou toute autre personne qui pourrait se rendre utile à la construction évidemment des premiers bâtiments de la colonie. Une fois arrivés à destination, les détenus devront effectivement se mettre immédiatement au travail et commencer l'édification de la nouvelle société britannique d'outre-mer. En principe, la traversée doit se dérouler sans accroc. Tous les passagers de la flotte, à l'exception de 2 hommes, sont a priori volontaires pour l'aventure qu'ils s'apprêtent à vivre et ne devraient donc pas chercher à s'enfuir pendant le voyage. Malgré tout, la prudence est de mise. J'insiste sur le a priori volontaire, bien sûr, vous avez compris. Malgré tout, la prudence est de mise. Les prisonniers sont quand même entassés aux entreponts des navires, méticuleusement enchaînés, séparés des autres membres de l'équipage, de sorte que le simple fait de rêver même d'évasion serait une idée totalement absurde. Avant le départ, Arthur Phillip leur avait de toute façon annoncé que la peine de mort attendrait celui ou celle qui oserait se rendre coupable d'insubordination. Voilà, là vous avez les bases qui sont posées. La traversée est une épreuve éprouvante pour tous les prisonniers. Les entreponts, c'est évidemment pas l'endroit idéal pour passer un voyage en bateau. Les détenus développent presque tous le mal de mer, particulièrement dévastateur. Malgré tout, ils font preuve de bonne volonté, ils n'ont pas le choix, et la flotte arrive sans problème à Botany Bay le 20 janvier 1788. À peine Arthur Phillip débarque-t-il dans la baie qu'une grande déception s'empare de lui. La terre ne lui paraît pas assez fertile, et le site, clairement pas à sa convenance. Eh bien, ni une ni deux. Il envoie 3 chaloupes en mission d'exploration au nord de Botany Bay. Le capitaine ne se détend qu'à leur retour, en fait, lorsque les éclaireurs apportent la bonne nouvelle. Ils sont tombés sur une baie immense, recouverte d'une magnifique végétation. Il n'y a pas de temps à perdre. La flotte repart, séance tenante, et prend la direction de Port Jackson, où elle arrive le 26 janvier 1788. Le Commodore y fait immédiatement hisser l'Union Jack et y installe le camp de Sydney Town, qui bien sûr deviendra Sydney, vous l'aviez deviné. La date est alors retenue comme le jour de l'invasion par les aborigènes, mais est aussi commémorée aujourd'hui comme la date de la fondation de l'Australie moderne. Le lendemain, tous les convicts sont débarqués sur la terre ferme et commencent à s'activer. Le site ressemble à une petite ruche où les abeilles accomplissent leurs tâches avec maladresse, mais aussi avec bon cœur, pendant que certains défrichent le sol et abattent des arbres, d'autres construisent des forges, amassent des pierres ou s'installent au fourneau. On a l'impression de jouer à un jeu vidéo. Et c'est exactement ça, la besogne est dure, le chantier avance quand même, sans accroc, tant et si bien que le 6 février, le site de Sydney Town est prêt à accueillir les femmes qui étaient restés sur les navires. Ce soir-là, Arthur Phillip réunit tous les convicts du camp et proclame son premier discours en tant que commandant en chef de la Nouvelle-Galles du Sud. C'est l'occasion pour lui de rappeler les lois fondamentales qui régissent désormais la nouvelle colonie et d'insister sur le système de punition et de récompense auquel les prisonniers devront se conformer. Une peine précise est associée à chaque infraction éventuelle, tandis qu'une conduite exemplaire peut faire valoir des faveurs non négligeables allant jusqu'à la libération et le droit de vivre libre sur ces terres. Le capitaine Phillip reçoit, lui, des pouvoirs exécutifs et judiciaires conséquents. Il met en place une cour criminelle chargée de faire régner l'ordre au sein du camp. Un juge, 3 officiers de la marine et 3 fusiliers marins se réunissent donc en cas de besoin pour écouter les différents témoignages présentés à la cour et décider de la peine encourue par l'accusé. Au cours des premiers mois, 3 convicts font face à ce tribunal. Le premier reçoit 150 coups de fouet après avoir insulté et blessé des soldats. Le deuxième, lui, est condamné à une semaine de pain et d'eau sur une petite île isolée pour avoir volé de la nourriture, tandis que le troisième écope de 50 coups de fouet pour avoir subtilisé 2 planches de bois dans un dépôt. Ironie du sort, c'est en fait qu'il s'agissait d'une erreur en fait d'inattention. Et quand la cour criminelle s'en aperçoit, elle s'empresse de le gracier, mais trop tard, le pauvre a déjà subi sa sentence. Il
Il faut donc noter que les dangereux prisonniers dont l'Angleterre a souhaité se débarrasser, finalement, ne sont pas si terribles que ça. Même après avoir passé des mois enfermés dans les entreponts des navires avec peu d'air, d'espace ou de nourriture, les détenus se sont révélés plutôt calmes à leur arrivée sur les nouvelles terres britanniques. Pas une seule rébellion à l'horizon et 2 infractions mineures au compteur, de quoi se demander de quoi l'Empire quand même avait peur. Parce que oui, la transportation est un moyen pour l'Empire britannique de se désengorger, de désengorger ses prisons. Mais c'est surtout l'occasion de se débarrasser du danger qui le ronge de l'intérieur. C'est en tout cas ce que le gouvernement clame sur tous les toits. Pour mieux comprendre ce discours, on va se pencher quelques instants sur l'identité quand même de ces prisonniers exilés. Il faut d'abord comprendre que les transportés sont soumis à je l'ai déjà dit, une sélection méthodique organisée par la justice britannique. Tous les criminels ne sont pas condamnés à l'exil. La plupart restent d'ailleurs sur le vieux continent, purgeant leur peine sur les fameux bateaux pénitentiaires toujours en activité, bien sûr, sur les bords de la Tamise. Le problème, c'est que les pontons sont toujours incapables d'accueillir en nombre les prisonniers d'Angleterre. Là-dessus, pas de changement. Pour les désengorger encore, la couronne décide donc dès 1812 d'organiser une transportation systématique de tous les détenus de moins de 50 ans écopant d'une peine de 14 ans ou de prison à perpétuité. La mesure est toutefois loin d'être suffisante et une nouvelle sélection est bientôt mise en place, incluant les prisonniers les plus dangereux des peines inférieures. Petit à petit, tous ceux considérés comme des dangers conséquents à l'équilibre et à la sécurité de la société britannique sont envoyés en Nouvelle-Galles du Sud. Pendant cette période, c'est entre 700 et 1000 convicts qui y sont déportés chaque année. De quoi ravir, vous l'imaginez, la colonie. Cette sélection est maintenue jusqu'en 1835, avant que l'Empire décide finalement d'envoyer en exil l'entièreté carrément des convicts des pontons. En effet, depuis le XVIIe siècle, des combines sont mises en place par les jurés londoniens pour éviter la mort aux petits voleurs. Exemptés de la peine capitale, les mécréants se retrouvent entassés donc dans les prisons flottantes qui sont déjà surchargées, dans l'attente de leur envoi outre-mer ou de leur libération. La clémence des jurés, ça part toujours d'une bonne intention, contribue en plus au surpeuplement intensif des pontons où les condamnés vivent un enfer. Bref, il est temps d'en finir avec ces infâmes bateaux pénitentiaires. À l'époque de la révolution industrielle, 1/3 des délits jugés assez graves pour mériter la transportation en Australie sont des vols. Dans l'écrasante majorité des cas, il s'agit tout de même de récidivistes qui ont déjà eu affaire aux forces de l'ordre par le passé et qui ont donc décidé en toute connaissance de cause de rester sur le chemin du vice. En tout cas, c'est le raisonnement du gouvernement de l'époque. Surtout que beaucoup des convicts sont très jeunes, très très jeunes. L'âge moyen des transportés s'élève à 25 ans, mais beaucoup d'entre eux, en fait, ont moins de 20 ans, et leur arrestation intervient en général 6 ans après leur entrée dans le milieu criminel. Alors que ces jeunes passent leur adolescence dans l'illégalité la plus totale, il n'est finalement pas étonnant que le gouvernement doute en fait de la capacité de la personne à pouvoir être réintégrée à la société britannique. C'est là d'ailleurs l'utilité première de la transportation. Expier le vice que les convicts portent en eux par le biais du travail et de la religion, et espérer ainsi qu'ils réapprennent les codes sociaux fondamentaux. Enfin, les sentences quand même sont rudes. En 1837, 2 enfants de 8 et 11 ans écopent de 10 ans de prison, un enfant de 8 ans, 2 de 9 ans et 8 de 10 ans sont condamnés à 7 ans d'exil. Et pourquoi ? Principalement pour le vol de cuillères en argent, d'une bouilloire, de quelques vêtements. Un des condamnés est même appréhendé pour avoir volé le manteau de sa propre mère. Vous voyez un peu l'ambiance en fait, de cette époque. Il faut rappeler que le but est avant tout de protéger, encore une fois, la propriété privée et d'éviter la récidive. Les faussaires sont donc tout aussi détestés que les voleurs, surtout dans le contexte financier vulnérable de ce siècle. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.